Et si vous mettiez une goutte de Bitcoin dans votre assurance vie? C'est un choix qui vous revient, mais c'est un choix qui est désormais possible, une option qui est envisageable. Alors, grâce à deux acteurs, la loi Pacte et les équipes de gestion de Tobam. Le président fondateur de Tobam est à mes côtés en plateau, Yves Chouefati. Bonsoir Yves. Bonsoir Edouard. Merci beaucoup d'être là. Je rappelle juste quand même l'idée de Tobam. Donc, c'est l'idée que la diversification maximum est la meilleure stratégie pour aborder l'investissement à travers toutes les classes d'actifs que vous pouvez suivre et regarder. C'est même plus qu'une stratégie puisque c'est un modèle propriétaire que vous avez déposé, breveté, celui de la maximum diversification. C'est le modèle propriétaire qui fait le succès de Tobam aujourd'hui. Et à ce titre, en regardant justement la manière de diversifier ses portefeuilles, vous êtes intéressé très tôt, une équipe de matheux, je le rappelle, chez Tobam, vous êtes intéressé très tôt au monde des cryptos. Il y a évidemment le côté algorithmique de la blockchain et puis les usages qu'on peut trouver à travers les crypto-monnaies, le Bitcoin étant l'emblème justement de cette nouvelle classe d'actifs. Vous avez développé en 2017 alors un fonds qui est un fonds plutôt destiné à des investisseurs qualifiés, des trésoriers d'entreprise, etc. Et là aujourd'hui, vous voulez aller beaucoup plus loin en proposant un produit éligible aux unités de compte dans l'assurance vie. Vous allez nous parler de ce produit, mais moi, d'ores et déjà, ce qui m'intéresse et ce qui m'a interpellé en premier lieu, c'est que je n'étais pas sûr de savoir qu'on puisse avoir du Bitcoin dans son assurance vie aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à la loi Pacte. Tout à fait. Donc le législateur, en fait, a voulu permettre aux particuliers de se diversifier. Comme vous l'avez dit, Tobam, c'est la diversification. La diversification, c'est quoi? C'est le contraire de la spéculation. D'accord? Et si vous voulez vraiment pas spéculer, et vous voulez vraiment être diversifié, il faut détenir du Bitcoin. Parce qu'effectivement, ne pas détenir du Bitcoin, c'est spéculer vers sa baisse. Si on est agnostique, si on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, il faut détenir un peu de Bitcoin pour être bien diversifié. Et ça, la loi Pacte le permet. Et on a décidé, dès lors que la loi le permettait, d'effectivement l'organiser. Et on a lancé le premier fonds qui est éligible à l'assurance vie et qui est investi partiellement en Bitcoin. Alors, expliquez-nous comment le fonds a été designé, parce que c'est effectivement, il y a une petite poche Bitcoin, et vous étiez venu nous dire que il fallait regarder le Bitcoin comme un puissant diversifiant pour les investissements, mais qu'il fallait pas en mettre trop. Une goutte de Bitcoin suffit à vous diversifier dans vos investissements. Le Bitcoin est tellement diversifiant c'est ça. Que si vous en mettez trop, vous ratez la diversification maximale. Le législateur a décidé effectivement de caper ce niveau de détention de Bitcoin dans les fonds éligibles à l'assurance vie à 10%. D'accord. Mais il faut savoir que 10% de votre argent en Bitcoin, c'est une énorme partie de votre risque en Bitcoin, parce que le Bitcoin est beaucoup plus risqué que le reste du portefeuille, et donc on peut imaginer que 10% de Bitcoin, ça permettrait d'avoir pratiquement 25% de son risque dans le Bitcoin, ce qui en soi est déjà pas mal. Donc une poche qui permet d'aller jusqu'à 10% de Bitcoin, et je le disais en introduction, mais là je veux bien aussi quelques éclaircissements, 90% investis donc sur des actions, sur l'univers ou le thème de la blockchain, c'est ça Tout à fait. Donc il y a... Le Bitcoin a été créé en 2008, le premier Bitcoin est né en 2009. Le Bitcoin, c'est quelque chose qui émerge. Et à côté du Bitcoin, en complément du Bitcoin, il y a tout un secteur économique qui est en train de se développer. En fait, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Le Bitcoin a donné naissance à une véritable industrie. Il y a d'un côté des places de marché, qui permettent justement d'acheter du Bitcoin en direct. Il y a des mineurs. Les mineurs, c'est ceux qui prêtent leur puissance de calcul pour sécuriser le Bitcoin. Et il y a des entreprises qui ont décidé donc d'investir une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Et ces entreprises elles-mêmes finissent par avoir un cours qui est corrélé à l'évolution du Bitcoin. Et donc tout cet écosystème, ce sont des entreprises cotées. Et dès lors que ce sont des entreprises cotées, on peut les acheter dans un fonds d'investissement. Et vous choisissez effectivement dans toutes ces typologies d'acteurs liés à la blockchain. Il y a ceux qui sont vraiment dans la blockchain d'une certaine manière, il y a ceux qui décident de mettre un peu de leur trésorerie, il y a des grands groupes mondialisés qui utilisent en partie la blockchain pour certaines de leurs activités, traçabilité, logistique. Tous ces acteurs-là peuvent se retrouver dans cette poche action dans le fonds. Tout à fait. L'idée, c'est un peu comme si vous aviez un fonds qui veut vous exposer à l'or. Soit vous achetez directement
des lingots d'or dans le fonds, ou bien des actifs directement libellés en or, soit vous allez acheter des mines d'or ou d'autres acteurs qui vous sensibilisent, vous exposent à l'or. Je crois que c'est même la partie la plus intéressante. Non, mais on va continuer de parler du Bitcoin, mais je trouve que d'exploiter un peu plus concrètement ce thème de la blockchain et des usages et des évolutions, révolutions que va permettre la blockchain dans différents domaines, je trouve que ça, c'est quand même très intéressant pour l'avenir. En plus, ça nous permet de rester dans le monde des actions qu'on connaît peut-être un peu mieux. Mais c'est quoi un ou des usages de la blockchain qu'on n'a pas encore vu, Yves? Oh là, qu'on n'a pas encore vu. Bon, ceux qu'on n'a pas encore vu, je ne peux pas vous les décrire, mais ceux qui émergent, bon, il y en a un qui occupe un peu le devant de la scène en ce moment, c'est les NFT par exemple. Hein. Si vous relisez le manifeste du surréalisme d'André Breton, vous voyez que le surréalisme, l'art abstrait, toutes ces nouvelles manières de faire de l'art sont nées en quelque sorte d'une réaction à l'invention de la photographie. Hein, quand la photographie est née, le monde de l'art a dû se réinventer. Et là, le monde de l'art est en train de se réinventer à nouveau. Pourquoi ? À cause de la digitalisation. Et comme aujourd'hui, quand vous allez à une école d'art, vous apprenez surtout à utiliser une palette graphique beaucoup plus que des pinceaux. Et il faut tout réinventer autour. Il faut réinventer l'authentification, il faut réinventer le stockage. Comment on stocke la data qui est devenue une œuvre d'art, ça, la blockchain permet de le faire avec des résultats qu'on ne pouvait pas obtenir, qu'on ne pouvait pas atteindre avant la blockchain. Donc c'est une véritable invention, c'est une véritable amélioration qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça, c'est un exemple. Mais de manière générale, ce que permet de faire la blockchain, c'est véritablement quelque chose qui est de pair à pair. Ça veut dire sans intermédiaires, qui vont faire que des individus, des citoyens, vont pouvoir échanger leurs biens, vont pouvoir échanger leur travail, sans passer par des intermédiaires qui deviennent donc plutôt inutiles. Deux questions, toujours sur ce fonds que vous proposez. Donc, le fonds s'appelle Bitcoin Linked and Blockchain Equity. Alors, vous l'avez designé, ça y est, il est conçu, il est sur le marché, il est agréé à AMF. Vous l'avez testé, j'imagine, depuis quelques temps. Vous savez comment il fonctionne. Comment est-ce qu'il est reçu là par l'écosystème et notamment ceux qui demain vont distribuer ce fonds éligible à l'assurance vie. Comment vous voyez le phasage commercial de ce fonds, Yves? Donc, le cycle de vie d'un fonds, d'une unité de compte, c'est d'abord on crée le fonds. D'abord, il faut effectivement obtenir l'agrément AMF. Ensuite, il faut montrer que le fonds fonctionne. Et c'est après tout que les assureurs vie vont commencer à l'agréer dans les contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, on a une demande qui est assez importante sur ce fonds, qui est même de l'ordre du très important, de la part de ceux qui vont placer les contrats d'assurance vie. Donc, ce qu'on appelle les CGP, les gestions privées, demandent effectivement à ce que ce fonds soit agréé par les assureurs vie. Et les assureurs vie sont en train de faire leur travail. Ça veut dire qu'ils font leur diligence pour vérifier que le fonds lui-même rentrera bien dans leur circuit. Mais je pense que c'est une question de semaine avant que ce fonds. Mais vous dites qu'il y a déjà une pression très forte du marché, des CGP, des banquiers, etc., vis-à-vis des assureurs pour que cette unité de compte, ce produit-là, soit vite c'est clair. Qu'est-ce qui fait la hausse du Bitcoin ? Qu'est-ce qui fait la hausse du Bitcoin ? C'est en fait une adhésion populaire. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont les institutionnels qui mènent la danse. C'est effectivement les gens. Vous savez, le Bitcoin, c'est quoi ? C'est un nouvel étalon de mesure de la valeur. En fait, c'est une nouvelle monnaie. Et dans toute l'histoire des monnaies, il y a une sorte d'invariant, c'est que dès lors que les citoyens ont l'impression que la monnaie est produite plus facilement, ils sentent le besoin de changer d'étalon. La première monnaie, si vous allez au musée de la préhistoire à Saint-Germain-en-Laye, on a des éléments pour penser que la première monnaie, c'était les pointes de flèches en silex. C'était déjà une preuve de travail, si vous voulez. Quand elles sont devenues plus faciles, il a fallu changer de monnaie vers les biens agricoles. Quand les biens agricoles sont devenus plus faciles à produire, on a été vers le premier métal précieux, sans doute le bronze, puis le fer, puis l'argent, puis l'or. Mais dès que les citoyens ont l'impression que l'étalon de mesure de la valeur devient plus facile à produire, ils ont besoin de se couvrir contre cette dépréciation du pouvoir d'achat. Et le Bitcoin en est un des exemples.
quand vous dites monnaie, bon, on fera pas le débat, mais les puristes de la monnaie nous disent une des caractéristiques quand même qui fondent la monnaie, c'est sa capacité transactionnelle, par exemple. Bien sûr qu'on peut mener des transactions en Bitcoin, mais voilà, voilà. Donc quand vous dites monnaie, c'est une nouvelle monnaie qui n'aura pas les caractéristiques des monnaies telles qu'on les connaît, ou est-ce que c'est une nouvelle monnaie qui va converger et rencontrer ce qui, en théorie, de manière pure, fonde les caractéristiques d'une monnaie fiduciaire? Moi, je suis un investisseur professionnel. C'est quoi l'investissement? L'investissement, c'est essayer de mettre des billes dans quelque chose qui n'est pas avéré, mais qui pourrait le devenir. Qu'est-ce qui est intéressant dans le Bitcoin? C'est que justement, le Bitcoin n'est pas encore un étalon de mesure de la valeur. S'il l'était, il vaudrait déjà 2 millions d'euros le Bitcoin. Okay? Ce qui est intéressant dans le Bitcoin, c'est qu'il a les propriétés théoriques et empiriques qui pourraient en faire un jour une monnaie, mais qu'il ne l'est pas encore. Si un jour, je vous présente une thèse d'investissement par laquelle le prix de l'action Apple pourrait aller à 5 000 euros, il ne faudrait pas attendre qu'il soit à 5 000 euros pour investir, ce serait trop tard. Donc c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui le Bitcoin n'est pas une monnaie, mais il pourrait le devenir, et c'est ça justement qui en fait un candidat à un investissement. Et de ce point de vue-là, l'avenir du Bitcoin n'est pas encore tranché. L'avenir n'est jamais tout à fait tranché. Non, mais oui. Non, mais parce que je discute. Alors, beaucoup d'investisseurs traditionnels regardent évidemment, et le discours évolue. Je suis bien placé pour le savoir, et je sais que des investisseurs voient l'intérêt de leurs clients et donc se posent des questions eux-mêmes à titre personnel, ont des cryptos parce qu'ils veulent voir comment ça fonctionne. Mais quand on en parle dans l'émission de manière professionnelle, un des points sur lesquels ils butent, c'est je n'arrive pas à j'ai pas de valeur fondamentale du Bitcoin. Quand on est dans le monde des actifs, même financiers, on cherche toujours à connaître la valeur intrinsèque. Et là, même par rapport à des monnaies fiduciaires, je veux dire, on a des États, on a des excédents commerciaux, on a plein d'éléments qui permettent de déterminer des parités de pouvoir d'achat théoriques. Sur le Bitcoin, il n'y a rien. Et c'est un point de blocage, j'ai l'impression, qu'il n'arrive pas à franchir. Alors, il y a des modèles d'évaluation du Bitcoin. Donc, la plupart des modèles d'évaluation du Bitcoin sont des modèles comparatifs. Aujourd'hui, si je rétorquais à votre question par une autre question, je vous dirais, mais que vaut l'or? Qu'est-ce qui justifie la valeur fondamentale de l'or? Il n'y a pas grand-chose qui la justifie. Effectivement, on va y arriver par comparaison. On va se dire, si les bitcoins, dans leur ensemble, valaient autant que l'or, alors ça ferait que le prix du bitcoin serait de l'ordre de 1,5 million d'euros par bitcoin. C'est 10 000 milliards le marché de l'or, c'est ça à peu près? Grosso modo. D'accord. Le bitcoin, c'est à peu près 2 000 milliards. Ça dépend comment on compte les 10 000 milliards aussi. Donc sur l'idée d'une réserve de valeur, on a quand même quelques modèles de comparaison, ce qu'on appelle des raisonnements par similitude. Si on raisonne, aujourd'hui, le Bitcoin, ça vaut autant que l'argent, que le métal argent, que le marché grosso modo. Je comprends. S'il devait valoir argent autant que l'or, et l'or, en fait, c'est aujourd'hui une toute petite quantité de la valeur. Déjà, s'il allait vers l'or, il devrait vraiment, vraiment beaucoup s'apprécier. S'il allait vers autre chose qui est encore plus représenté que l'or, il devrait s'apprécier encore plus. Vous savez, quand vous estimez le prix du Bitcoin en euros, il faut évaluer deux choses. Il faut évaluer le numérateur, ça veut dire le Bitcoin, mais il faut aussi évaluer l'euro. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup Yves d'être venu nous parler à nouveau du Bitcoin, de la blockchain et donc de ce produit effectivement éligible aux assurances vie aujourd'hui, donc fonds lancé par les équipes de Tobam. Yves Chouefati, le président fondateur de Tobam, était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.